Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui sort un peu des sentiers battus, tirée de notre source du jour. Et si tous les légumes n'étaient pas forcément nos amis pour la vie, bien surtout après 60 ans. C'est ça. La perspective présentée aujourd'hui suggère que certains légumes, pourtant réputés très sains, pourraient avoir des effets, disons, moins sympathiques. Ah oui. Du genre, Eh bien, la source parle de risques comme favoriser les calculs rénaux ou attiser une certaine inflammation, voire même faire grimper la glycémie. d'accord. Et à l'inverse? À l'inverse, d'autres légumes seraient de véritables trésors. La source les présente comme capables d'aider au niveau du collagène, des os, de la mobilité. Intéressant. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. On va examiner ensemble les 4 légumes que la source désigne comme potentiellement problématiques. Et les 4 qu'elle recommande chaudement après 60 ans, toujours en se basant sur les informations qu'elle fournit, bien sûr. Tout à fait. Alors attention, parce que d'après ce qu'on a lu, le légume numéro 1 à éviter, c'est un incontournable de nos cuisines. On le mange souvent, peut-être sans connaître ses possibles bémols. Et le numéro 1 à privilégier, lui, pourrait aider à reconstruire le collagène, d'après les recherches citées, plus vite que certains compléments. Bon, eh bien, ça promet. Alors, commençons cette analyse. On attaque par le côté vigilance. Quels sont ces légumes qui, selon la source, pourraient poser quelques soucis au seigneur? Numéro 4 sur cette liste, les betteraves. Alors là, on sait tous qu'elles sont bonnes pour la tension avec les nitrates, etc. Ça, la source le reconnaît. Oui, oui, ça c'est acquis. Mais le point soulevé, c'est leur très très haute teneur en oxalate. Oxalate. Quesaco. Ce sont des composés naturels. Le souci, c'est qu'ils peuvent se lier au calcium dans notre corps. Et quand ils se lient, ils forment des petits cristaux d'oxalate de calcium. Ah, les fameux calculs rénaux. Exactement. La majorité des calculs rénaux sont faits de ça. Et la source souligne qu'une seule tasse de betterave cuite peut en contenir plus de 150 mg. C'est pas mal, hein? D'accord. Et elle ajoute que, bon, avec l'âge, les reins fonctionnent parfois un peu moins bien. Donc, éliminer ces oxalates devient plus difficile. Le risque d'accumulation augmente, quoi. Ok. Mais attendez, il n'y a pas que le risque de calcul, si? J'ai cru lire autre chose. Tout à fait. C'est l'autre point important soulevé par la source. Ces oxalates pourraient aussi gêner l'absorption du calcium dans l'intestin. Un bon. C'est-à-dire? Ça voudrait dire que le calcium des autres aliments, ou même des compléments, pourrait être en partie bloqué avant d'arriver dans le sang et d'aller renforcer les os. Pas terrible ça. Non, surtout après 60 ans, avec le risque d'ostéoporose. La source évoque qu'une fragilisation osseuse accrue, plus de risque de fracture. Elle cite même une étude de 2014 qui montrait qu'un régime riche en oxalate augmentait de plus de 40% le taux d'oxalate dans les urines. C'est un indicateur direct. D'accord, je vois. Un saboteur silencieux, comme le dit la source. Bon, alors elle suggère quoi comme alternative pour les nitrates sans les oxalates? La roquette ou le céleri, par exemple. L'idée, selon cette source, c'est pas forcément de bannir la betterave, mais peut-être de la consommer de façon plus occasionnelle. Voilà. Compris. Alors, après la betterave, on passe au numéro 3 des légumes vigilance, le poivron vert. Croquant, sympa en salade, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, la source pointe du doigt les lectines. Les poivrons verts font partie de la famille des solanacées. Comme les tomates, les aubergines. C'est ça. Et ils sont assez riches en lectines, ces protéines végétales. Le point soulevé, c'est que chez certaines personnes, plus sensibles, notamment avec l'âge, ces lectines pourraient irriter la paroi de l'intestin. Ok, irritation intestinale. Et alors? Et alors, ça pourrait perturber l'absorption de certains nutriments importants. La source mentionne la B12, le magnésium, les oméga 3. D'accord. Mais la source va plus loin, non? Elle parle d'effets au-delà du système digestif. Oui, c'est ça qui est assez surprenant. Elle suggère qu'une irritation chronique et cette moins bonne absorption pourraient contribuer à une inflammation de bas grade, un peu partout dans le corps, et même à ce qu'on appelle parfois l'intestin perméable. Le fameux leaky gut. Voilà. Et le lien que fait la source, c'est que cette situation pourrait avoir des répercussions jusque dans les jambes et les pieds. Ah bon? Comment ça? Elle évoque des picotements, une fatigue musculaire, voire des soucis d'équilibre. L'argument, c'est qu'une inflammation générale et des carences pourraient affecter les nerfs et les muscles. Intéressant comme hypothèse.
La source note aussi que le poivron vert, comme il n'est pas mûr, contiendrait plus de lectine et moins de certains nutriments que les poivrons de couleur rouge, jaune. La cuisson aide un peu, ça réduit les lectines, mais ça ne les élimine pas totalement. Donc, le conseil ici, c'est surtout d'être à l'écoute. Si on sent des ballonnements, des raideurs, une fatigue bizarre après avoir mangé du poivron vert. Exactement. Il pourrait être judicieux d'essayer de privilégier les poivrons mûrs ou d'autres légumes comme les courgettes, qui sont jugés plus doux par la source. Bien noté. On continue avec le numéro 2 de cette liste, encore une solanacée, la tomate. Là, ce sont les alcaloïdes comme la solanine qui sont visés. C'est ça. La solanine, c'est une toxine de la plante fabrique pour se défendre, en quelque sorte. D'après la source, chez les personnes déjà sensibles, on pense à l'arthrite, aux maladies auto-immunes ou à certains problèmes nerveux, la solanine pourrait avoir un double impact négatif. Ah oui, ok. Lequel? Premièrement, elle pourrait irriter l'intestin et amplifier une inflammation générale, ce qui, selon la source, pourrait se manifester par plus de douleur ou de raideur dans les articulations. D'accord. Et le deuxième impact? Le deuxième point soulevé, c'est une possible interférence avec le système cholinergique. C'est le système qui gère la transmission des ordres nerveux aux muscles pour qu'ils se contractent. Ah oui, important ça. Oui. Et ces alcaloïdes pourraient, chez les personnes sensibles, perturber un peu cette signalisation. Les conséquences évoquées sont des picotements, une faiblesse musculaire, une coordination moins précise, ce qui, après 60 ans, peut augmenter le risque de chute. La source mentionne des recherches sur l'effet des alcaloïdes sur les nerfs pour appuyer ce point. Hmm. Mais attention, la source reconnaît aussi tous les bienfaits des tomates, le lycopène notamment. L'idée n'est pas de les diaboliser pour tout le monde. Non, bien sûr. C'est plutôt que pour une partie des gens, les inconvénients potentiels des alcaloïdes pourraient l'emporter sur les avantages. C'est une question de sensibilité individuelle. C'est une nuance clé. Donc, la recommandation principale, c'est l'observation. Si on remarque un lien entre tomates et douleurs articulaires, par exemple. Voilà, il pourrait être pertinent de tester une réduction ou de remplacer par des carottes, des courges, ou alors les consommer en plus petite quantité et toujours avec des bonnes graisses comme l'huile d'olive, qui est anti-inflammatoire. Logique. Et on arrive au numéro 1 sur la liste vigilance de la source, la pomme de terre blanche. Le plat réconfortant par excellence pour beaucoup, mais pourquoi elle se retrouve là? La source la compare carrément à une canette de soda pour la glycémie. Oui, cette comparaison est forte. C'est pour marquer les esprits sur sa charge glycémique. Elle est très élevée. La source rappelle un point important. Avec l'âge, notre sensibilité à l'insuline diminue souvent. On gère moins bien le sucre, quoi. Exactement. Et la pomme de terre blanche, surtout si elle est cuite au four ou en purée, libère son sucre très vite dans le sang. Ça oblige le pancréas à produire beaucoup d'insuline d'un coup pour stocker tout ça. Et ça, à la longue? À la longue, si ces pics de sucre et d'insuline sont fréquents, ça peut fatiguer le pancréas et selon la source, ça augmente significativement le risque de développer un prédiabète ou même un diabète de type 2. Ah oui, quand même. Elle cite une grosse étude de Harvard qui a suivi des centaines de milliers de personnes. Et les résultats rapportés montrent un lien entre la conso quotidienne de pommes de terre et un risque accru de diabète. Surtout les frites, là le risque montait de 33%. Impressionnant. Particulière. La source donne même un chiffre pour la charge glycémique. 37 pour une pomme de terre moyenne au four, c'est classé très élevé. Ok. Alors, face à ça, quelles sont les pistes proposées? Les alternatives suggérées sont des légumes avec un index glycémique beaucoup plus bas. Le chou-fleur, par exemple, c'est super en purée. Ou le panais, les carottes rôties. D'accord. Et si on tient vraiment à manger des pommes de terre, la source conseille plutôt la cuisson à l'eau. Ça abaisse un peu la charge glycémique par rapport au four ou à la friture. Et surtout, toujours les accompagner de fibres, légumes verts et de protéines pour ralentir l'arrivée du sucre. En gros, la considérer comme un plaisir occasionnel, pas un aliment de base quotidien après 60 ans. C'est ça l'idée. C'est tout à fait la perspective présentée par la source, oui. Bon, voilà pour le côté attention selon notre source. Mais heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles. On passe maintenant aux légumes qu'elle présente comme de vrais alliés après 60 ans. Oui, des légumes qui pourraient aider à reconstruire le collagène, protéger le cartilage, renforcer les os. La source cite même des études suggérant qu'ils pourraient être plus efficaces que certains compléments. Ah, ça m'intéresse. Alors on commence ce top 4 positif avec le numéro 4, le brocoli. Souvent vu comme un simple accompagnement, mais d'après la source, ce serait une vraie pépite pour le collagène. Peau, articulation, os et même cerveau. Qu'est-ce qui le rend si spécial?
Alors, la source met en avant 3 éléments principaux. D'abord, la vitamine C, on la connaît pour l'immunité, mais elle est absolument cruciale pour fabriquer le collagène. Sans elle, pas de collagène solide. Le brocoli, on a beaucoup. Oui, une tasse de brocoli cuit fournirait plus de 80% de nos besoins quotidiens. C'est énorme. Deuxième élément, la vitamine K. Très importante pour les os, car elle aide à fixer le calcium. Le brocoli en est une excellente source aussi. Vitamine C, vitamine K. Et le troisième, c'était un nom un peu bizarre. Sulfo. Sulforaphane. Exactement. C'est un composé soufré qui se forme quand on coupe ou on cuit légèrement le brocoli. Et son action, d'après la source, est super intéressante pour les articulations. C'est-à-dire? Elle cite une étude qui suggère que le sulforaphane pourrait bloquer les enzymes qui détruisent le cartilage. Donc le brocoli aiderait à la fois à construire du collagène neuf, grâce à la vitamine C, et à protéger le collagène existant dans les articulations, grâce au sulforaphane. Pas mal du tout. Double action. Voilà. Et la source mentionne aussi des bénéfices pour les vaisseaux sanguins et le cerveau. Et comment on le prépare pour en profiter au max d'après la source? Cuisson vapeur légère. 3 à 5 minutes, ça suffit. Ça préserve mieux la vitamine C et le potentiel du sulforaphane. On peut ajouter un peu de citron ou de vinaigre, ça pourrait même booster l'effet. Et le manger avec un peu de bonne graisse, huile d'olive, avocat pour bien absorber la vitamine K. Très clair. On enchaîne avec l'allié numéro 3, le chou kale ou chou frisé. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Est-ce que sa réputation de super aliment est justifiée pour les seniors, d'après cette source? D'après les infos présentées, oui, tout à fait. Il partage avec le brocoli sa richesse en vitamine C, près de 90% des apports journaliers recommandés par tasse crue, donc il soutient directement la fabrication du collagène. Ok. Mais là où le kale est vraiment impressionnant, c'est sa teneur en vitamine K. C'est phénoménal, hein. Une seule tasse crue, c'est plus de 600% des apports journaliers recommandés. 600%! Incroyable! Et ça, c'est pour les os, c'est ça? Absolument. C'est essentiel pour maintenir une bonne densité osseuse et surtout réduire le risque de fracture. C'est un enjeu majeur après 60 ans. La source cite d'ailleurs des études qui montrent un lien entre un bon apport en vitamine K et moins de fractures de la hanche. D'accord. Vitamine C, vitamine K, et il y a autre chose? Oui, il est bourré d'antioxydants. Bêta-carotène, lutéine, zéaxanthine. Ces composés, selon la source, protègent nos fibres de collagène contre les attaques du stress oxydatif et de l'inflammation, qui accélèrent le vieillissement des tissus. Donc protection en plus de la construction. C'est ça. La source mentionne même une étude qui a lié la consommation de légumes verts feuillus, comme le kale, à une peau mieux hydratée et une dégradation du collagène ralentie chez les seniors. Le kale coche beaucoup de cases, effectivement. Alors, passons au numéro 2 de cette liste positive, l'okra. On l'appelle aussi gombo, moins connu ici et parfois boudé pour sa texture un peu gluante. Qu'est-ce que la source lui trouve de si extraordinaire? Ah, cette texture mucilagineuse, justement. C'est un de ses grands atouts selon la source. Ce gel, qui se forme à la cuisson, agirait comme un pansement doux pour la paroi digestive, ce qui aide à bien absorber les nutriments. D'accord, pour la digestion, mais pour le collagène. Alors, plus surprenant, ce mucilage aiderait aussi à maintenir l'hydratation des tissus conjonctifs, y compris le cartilage dans nos articulations. La source parle de lubrification interne. Des articulations mieux hydratées seraient moins raides. Une lubrification interne. Intéressant comme image. Et à part ce mucilage, L'okra est aussi une bonne source de vitamine C. Autour de 35% des AJR par tasse cuite. Donc ça participe à la solidité du collagène et il contient un cocktail d'antioxydants assez puissant. Quercétine, catéchine, comme dans le thé vert, des polyphénols. qui protège le collagène existant, j'imagine. Exactement. Contre l'inflammation et le stress oxydatif. La source cite une étude qui a montré que des extraits d'okra réduisaient les marqueurs inflammatoires dans les tissus conjonctifs. Elle évoque aussi des études animales suggérant que l'okra pourrait bloquer les enzymes qui cassent le collagène et aiderait au contrôle de la glycémie. Ah, le lien avec la glycémie, c'est important aussi, hein. Oui, parce qu'un excès de sucre dans le sang abîme le collagène. C'est le processus de glycation. Le sucre se fixe sur les protéines et les rend rigides, un peu comme une caramélisation lente de nos tissus. Si l'okra aide à réguler la glycémie, c'est un bénéfice indirect pour le collagène. Donc, l'okra, c'est hydratation, construction, protection et peut-être même anti-glycation, pas mal pour ce légume méconnu, hein. Tout à fait. Et nous voilà arrivés au numéro 1,
le champion de la liste positive, selon la source, recommandé presque tous les jours après 60 ans. Roulement de tambour. La carotte? C'est presque trop simple, non? Qu'est-ce qui fait d'elle la star de cette analyse? Sa simplicité est trompeuse. D'après la source, son secret, c'est surtout sa richesse incroyable en bêta-carotène. Ce pigment orange que notre corps transforme en vitamine A. Et la vitamine A, elle sert à quoi exactement pour le collagène? Elle est essentielle pour la réparation des tissus qu'on appelle épithéliaux. Ça comprend la peau, bien sûr, mais aussi la paroi interne de nos articulations, la membrane synoviale, et celle de nos vaisseaux sanguins. Tous ces tissus sont très riches en collagène. Et avec l'âge, cette réparation ralentit. Exactement. Donc, fournir au corps de quoi fabriquer de la vitamine A devient crucial pour maintenir l'intégrité de ces structures pleines de collagène. Et les carottes en sont une source majeure. D'accord. Donc, le bêta-carotène agit via la vitamine A sur la réparation. Il y a d'autres atouts ici? Oui, la carotte apporte aussi de la vitamine C, on l'a dit, c'est indispensable pour stabiliser la structure même des fibres de collagène. Et puis, le bêta-carotène lui-même est un antioxydant puissant, aidé par d'autres composés comme la lutéine, aussi présente dans la carotte. Donc, protection contre les radicaux libres en plus. Love Clinical Nutrition, qui a trouvé un lien entre un bon apport en bêta-carotène et une meilleure structure du collagène de la peau chez les personnes âgées. D'autres recherches lieraient les caroténoïdes à moins de stress oxydatif dans les tissus conjonctifs, ce qui est bon pour la souplesse. Et pour la consommation, crue ou cuite, la source dit quelque chose. Oui, elle donne une nuance intéressante. Crue, c'est le top pour la vitamine C, qui craint la chaleur. Cuite légèrement, vapeur ou rôtie, elles rendent le bêta-carotène plus facile à absorber par le corps. Donc l'idéal, c'est de varier. Voilà, varier les préparations. Et un dernier conseil pratique de la source, comme le bêta-carotène est liposoluble, il a besoin de gras pour être absorbé, c'est bien de manger les carottes avec un petit filet d'huile d'olive ou quelques noix, un peu d'avocat. Parfait, c'est noté. Bon, eh bien, voilà le tableau assez contrasté que nous dresse notre source du jour. D'un côté, une certaine prudence est suggérée pour des légumes très courants, comme les betteraves, les poivrons verts, les tomates, les pommes de terre blanches, en raison de possibles inconvénients après 60 ans. Et de l'autre côté, un encouragement très fort à mettre régulièrement au menu le brocoli, le chouquel, l'okra et surtout les carottes, présentés comme de vrais soutiens pour le collagène, les os, la mobilité. Tout à fait. Cette exploration des informations fournies aujourd'hui montre bien à quel point des choix alimentaires, même sur des choses aussi banales que les légumes, pourraient avoir un impact sur notre bien-être en avançant en âge. Oui, les mécanismes évoqués par la source, que ce soit les oxalates, les lectines, la charge glycémique, ou au contraire les vitamines C, K, A, le sulforaphane, tout ça invite à voir l'alimentation comme un levier. Un levier potentiellement puissant pour préserver son capital santé et son autonomie. C'est une perspective spécifique, bien sûr, basée sur ce matériel. Une perspective qui donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse. L'exploration d'aujourd'hui, fondée sur cette source particulière, soulève une question peut-être pour chacun. Au fond, notre assiette idéale, elle devrait peut-être s'adapter non seulement aux grandes recommandations, mais aussi à notre âge et aux signaux que notre propre corps nous envoie. Voilà une piste de réflexion à méditer. À bientôt!